Yves Floquet. Isabelle Dupont. Patrick Lemaire. Laurence Morel. Thomas Jorieux. Alice Dupont-Donné. Jean-Yves Nava, présent. Joël Bout. Jeanne-Marie Binot. Joël Quentin. Nathalie Kozolowski. Frédéric Witz, absente, donne pouvoir à Thomas Jorieux. Florence Lequeux, présente. Hélène Martin. Christian Anquet donne pouvoir à Yves Floquet. Aurore Fareno-Fournier. Priscilla Djebzowski donne pouvoir à Joël Bout. Mathilde Barbieux. Marie-Thérèse Houret. Christian Châtelain. Présent. Virginie Melki. Serge Lecadir. Jean-Claude Villain. Estelle Bout. Bruno Leclerc. Valérie Capel. Maria Cordonnier donne pouvoir à Céline Platel-Thuin. Karim Berbache. Et Elisabeth Van Anker. Merci, Monsieur Nava. On va pouvoir démarrer. D'abord par l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Si j'en vois pas, je vous propose de le considérer adopté et qu'on démarre. Une première remarque concernant la composition des groupes politiques autour de la table au conseil municipal suite à l'arrivée de Madame Van Acker parmi nous. On a une évolution des groupes politiques, donc le groupe socialiste de Monsieur Châtelain avec Monsieur Châtelain et Madame Capel, et le groupe Marly Vérité de 1026 de Madame Van Acker, Monsieur Berbache et Monsieur Lecadir. Voilà pour cette première information. Un sujet plus festif pour vous donner rendez-vous le 14 mars pour la Saint-Patrick à Marly sur la place. Une belle soirée festive avec une partie familiale aussi, puisque ce sera le résultat de la chasse au trésor qui avait été lancée dans toute la ville. Un concert de musique irlandaise, pas mal d'animations, de food truck et autres sur la place. Une belle manifestation à partir de 19h me semble-t-il ce jour-là. Rendez-vous le vendredi prochain. Un petit sujet également agréable, c'est pour vous parler des résultats d'Erasmus. On en avait parlé l'année dernière, je vous avais dit que la ville était une des premières à être ville Erasmus dans la région et même dans le pays quasiment, grâce au travail à la fois des services et puis d'Asia Lazreg. Et ça a débouché sur un projet qui a été mis en place à Marie Curie par Madame Davoine et ses professeurs. Madame Davoine est d'ailleurs en Pologne actuellement pour faire un voyage de reconnaissance, et les enfants de Marie Curie vont pouvoir s'y rendre en mai de cette année, pris en charge par Erasmus. Un très joli projet qui concrétise le travail administratif qui a été mis en place l'année dernière par les services et Madame Lazreg. Voilà. Un point sur les travaux d'hiver, pour dire qu'on va débuter les aménagements publics dans le quartier de la Briquette, dans la continuité du projet en rue. Donc on avait eu une réunion publique le 6 février qui s'est déroulée pour présenter le projet. On a eu les résultats du marché public, donc on a pu présenter l'entreprise aux différents acteurs. Les travaux démarrent dès le 10 mars. On a eu l'installation de la base vie. J'ai beaucoup de retours. On a eu l'installation de la base vie la semaine dernière, et on va avoir le démarrage des travaux sur l'espace public. D'abord
autour du CFA, autour de la nouvelle école, pour les différents aménagements, notamment aussi pour aménager la ruelle piétonne entre la rue Camélina et la rue Paul-Vaillant-Couturier pour ensuite faciliter les trajets piétons pour se rendre à la nouvelle école. Fin mars, on va avoir le début des démolitions aussi sur le quartier de la Briquette, des maisons Partenord qui ont fait l'objet d'un désamiantage depuis le milieu d'année dernière à peu près, qui vont commencer à être démolies. Et donc début avril, les aménagements publics autour de la nouvelle école qui vont démarrer. À noter que sur la partie communication avec les riverains, il y a une petite gazette de l'ANRU qui va commencer à être éditée et distribuée à partir de la semaine prochaine pour prévenir les riverains des différentes avancées, de savoir où les travaux vont avoir lieu, à quel endroit, à quelle fréquence, combien de temps ça va prendre, les nuisances attendues, etc., etc. La réunion publique qu'on avait organisée, ça a été l'occasion aussi de faire le point avec les différents acteurs du quartier, type centre social, le Lidl, les différentes entreprises présentes, pour qu'il n'y ait pas de nuisances à leur activité liée aux travaux. Côté route de Prézot, la partie routière donc, qui a été terminée sur 2024. Là, on a les aménagements paysagers, donc quasiment tous étaient terminés, qui sont en train de se terminer là ce mois-ci parce que c'est la fin de l'époque possible pour planter. Ensuite, pour la partie enrobée, piste cyclable et trottoir, il faut attendre. Alors aujourd'hui, c'est plutôt un bon espoir, c'est qu'il faut attendre d'avoir des températures suffisantes pour pouvoir couler ce genre d'enrobé, parce que on a pris un enrobé qui est un enrobé ce qu'on appelle végétal ou recyclable, enfin en tout cas qui est moins nocif que ce qu'il peut y avoir dans les dérivés de pétrole classiques, mais du coup il exige une température de pose plus élevée, enfin, il accroche moins si on le pose plus bas, donc il fallait attendre qu'il y ait au moins 12 degrés dans le sol pour pouvoir le faire, et donc on s'en rapproche ces jours-ci. Donc ça c'est pour bientôt. Rue Jean Jaurès, donc dans le prolongement, les travaux d'assainissement sont en cours, vous avez pu voir qu'il y a des déviations qui ont été mises en place, et puis les travaux ensuite sur la partie voirie trottoir interviendront dans la foulée. Et sur la rue du 19 mars, le démarrage des travaux est prévu justement pour la fin mars à peu près. Donc pareil, il va y avoir aussi des balisages et autres, puisque il va y avoir 9 à 10 mois de travaux au moins. On devrait avoir une fin de travaux pour autour de novembre-décembre 2025. Voilà pour ces quelques mots préliminaires sur nos travaux. Je vous propose qu'on démarre le vif du sujet, et avec le plat de résistance de la soirée, puisque c'est le débat d'orientation budgétaire, et je vais passer la parole à Monsieur Floquet pour nous faire cette présentation. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que ça va? Bien. Donc, vous avez eu le rapport d'orientation budgétaire 2025, et on va vous présenter en fait un certain nombre de diapositives qui résument ce rapport d'orientation budgétaire. Donc là, nous vous rappelons en fait les objectifs du budget primitif 2024, qui était la poursuite de la mise en œuvre des grands projets, la baisse des taux d'imposition des ménages, de poursuivre la maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement et de maîtriser la dette en fonction de l'investissement. Ce de 2025 est toujours de contenir les dépenses de fonctionnement en garantissant le niveau de service, la phase de finalisation des projets en cours et démarrage des nouveaux grands projets, maintenir une forte capacité d'autofinancement et poursuivre la baisse des taux d'imposition des ménages. Le contexte mondial. Nous avons une croissance économique mondiale modérée, et l'instauration des droits de douane imposés à certains pays par les États-Unis conduiront sûrement à une guerre commerciale, et nous sommes toujours dans un contexte de conflit géopolitique.
au niveau du contexte national. Après 2 ans d'inflation record à plus de 5%, celle-ci apparaît maîtrisée mais persistante de 2,01% en 2024 et attendue à 1,5 à 1,7% en 2025. Un déficit public toujours élevé à 5,4% du PIB et une dette publique de plus en plus élevée qui dépasse les 110% du PIB. Un contexte national toujours fragile. L'économie française reste confrontée à des déséquilibres structurels, bien que l'inflation semble sous contrôle après 2 années de forte hausse. Mais cette inflation qui paraît maîtrisée, mais elle est persistante. Après avoir dépassé 5%, l'inflation ralentit, mais reste un sujet de préoccupation. Malgré cette tendance baissière, une inflation persistante signifie que les coûts des services, de l'énergie et des matières premières restent élevés, ce qui peut peser sur le budget des collectivités. Un déficit toujours élevé, 5,4% du PIB, un niveau bien au-delà des critères européens, qui est de 3%. Ce déficit implique que l'État continue de financer son fonctionnement par l'emprunt, réduisant sa marge de manœuvre pour soutenir les collectivités locales. Une dette publique en hausse constante, plus 110% du PIB, un niveau historiquement élevé, une dette publique trop importante limite la capacité de l'État à investir et pourrait mener à des restrictions budgétaires affectant notamment les dotations pour collectivités. L'impact sur la commune, sur les coûts des services publics et des investissements, toujours sous pression, moins d'aides et de subventions possibles à l'avenir, nécessitant une gestion encore plus fine, des taux d'intérêt pouvant rester élevés, rendant les emprunts plus coûteux. La commune doit continuer sa stratégie de maîtrise des dépenses et de recherche proactive de financement pour anticiper d'éventuelles contraintes budgétaires nationales. Une maîtrise des dépenses malgré un contexte difficile, malgré les incertitudes économiques mondiales et nationales en 2024, la commune a réussi à tenir le cap sur ses finances. En maintenant un strict contrôle des dépenses, une baisse significative des dépenses de fonctionnement, de moins 12% entre 2019 et 2024, soit une réduction de 1 300 000 €, un effort budgétaire considérable. Cette baisse correspond à peu près à la marge dégagée par l'augmentation de 30% des impôts en 2009. Elle démontre que la rigueur budgétaire a permis d'atteindre ces résultats sans alourdir la pression fiscale. Une gestion stratégique des dépenses avec une maîtrise des coûts de fonctionnement en optimisant les ressources et en limitant les gaspillages. Des efforts soutenus sur les charges de personnel malgré les contraintes. Nous créons des impacts positifs pour la collectivité, un équilibre budgétaire renforcé malgré les tensions économiques. Une capacité d'investissement augmentée tout en accentuant la baisse des taux d'imposition, une meilleure solvabilité et image auprès des prêteurs, garantissant des conditions de financement optimales. La commune démontre ainsi une gestion financière rigoureuse et proactive, essentielle pour faire face aux défis économiques à venir. L'image que je vous projette actuellement contient 2 graphes comparant l'évolution des dépenses de fonctionnement et leur impact sur l'épargne de gestion. Le premier graphe, en haut, montre une baisse des dépenses de fonctionnement depuis 2020 et dans le même temps une augmentation. Cette réduction a permis une augmentation des recettes et cette réduction a permis d'augmenter l'épargne de gestion qui atteint près de 4 millions d'euros contre seulement 1,4 million d'euros en 2019. Le deuxième graphe simule un scénario où les dépenses de fonctionnement auraient continué à augmenter comme entre 2014 et 2019. Dans ce cas, l'épargne de gestion aurait chuté à environ 400 000 €, réduisant ainsi la capacité d'autofinancement à zéro. Ce qui veut dire que cette maîtrise des dépenses a permis d'améliorer la situation financière de la collectivité. Et si aucune action n'avait été prise, la collectivité aurait été en grande difficulté financière avec une capacité d'investissement fortement réduite. Au sujet de l'évolution de la capacité d'autofinancement, vous avez 2 graphes à peu près identiques, sauf que dans le premier graphe, la graphe de gauche montre l'évolution normale de la CAF, donc la capacité d'autofinancement nette. Elle montre l'évolution de cette CAF sans prise en compte de l'impact de l'emprunt du PPP éclairage public en 2019. Graphe de droite intègre les conséquences de cet emprunt sur la CAF. La commune a choisi d'intégrer dès 2020 ces conséquences conformément aux recommandations de la Chambre régionale des comptes. Cela signifie que l'impact financier du PPP a été anticipé
est pris en compte plutôt dans la gestion budgétaire de la collectivité. Sujet des dépenses de personnel. L'évolution des charges de personnel montre une tendance baissière avec une réduction de 1,2 million d'euros, malgré plusieurs contraintes financières, notamment la revalorisation du point d'indice. Cette augmentation a entraîné une hausse automatique des salaires des agents, la hausse des cotisations retraite, plus 3%. Les collectivités doivent verser davantage à la Caisse nationale de retraite des collectivités locales. Malgré ces augmentations imposées, la collectivité a réussi à contenir les charges de personnel. Cela résulte de mesures de gestion comme le non-remplacement de certains départs, la réorganisation des services, une optimisation des effectifs, la lutte contre l'absentéisme et le passage effectif aux 1607 heures. Ce contrôle des charges contribue à une meilleure capacité d'autofinancement et permet de préserver l'équilibre budgétaire. Sujet de la mise en œuvre du programme d'investissement, entre 2014 et 2020, il y avait 14,6 millions d'investissements. Au cours de ce mandat, il sera fait à peu près 34 millions d'euros d'investissement. La maîtrise des dépenses de fonctionnement, la trajectoire budgétaire maîtrisée, le recours au financement, voilà comment, malgré une situation de départ et un contexte actuel difficile, la municipalité peut mettre en œuvre son programme. La mise en œuvre du programme d'investissement, les projets en cours ou finalisés ou qui le seront d'ici 2025, notamment actuellement le hall d'accueil de l'hôtel de ville, le groupe scolaire Hélène Carrère d'Ancos, la place Gabriel Péry, la vidéoprotection, la requalification de la rue Roger Salengro, la démolition des logements de fonction Marie Curie, la réhabilitation complète de l'école Jules-Henri Langrand, l'aménagement du cimetière animalier et la requalification de la rue Jean Jaurès, route de Prézot. Pour 2025, des nouveaux aménagements, travaux dans les bâtiments communaux, notamment l'hôtel de police municipal, l'aménagement des espaces publics de la Briquette, la création d'un parc urbain, la requalification de la rue du 19 mars 1962, la réfection de diverses voiries, l'aménagement paysager divers, sécurisation et aménagement du parvis de l'église Saint-Jacques, la requalification globale du quartier des Floralies, l'aménagement de la liaison piétonne entre les rues Paul Vaillant-Couturier et Camélina, les travaux dans les bâtiments sportifs, sécurisation et passage en LED. Au sujet de nos stratégies de financement, la capacité de désendettement est un indicateur clé qui mesure le nombre d'années nécessaires pour rembourser la dette en utilisant l'intégralité de l'épargne brute de la commune. Les points essentiels, le seuil critique de 12 ans, durée moyenne avant réhabilitation d'un investissement, la situation actuelle qui est de 2,7 années, bien en dessous du seuil critique, une amélioration significative. En 2019, le rapport de la Cour régionale des comptes indiquait près de 10 ans de capacité de désendettement. En comparaison nationale, la moyenne en France en 2023 est d'environ 4,5 années. En conclusion, une gestion rigoureuse des dépenses a permis de réduire le poids de la dette et d'améliorer la solvabilité de la collectivité. La commune est en bien meilleure posture financière qu'en 2019 et que la moyenne nationale, ce qui renforce sa crédibilité auprès des organismes prêteurs. Cette solidité financière offre des marges de manœuvre pour financer des nouveaux investissements sans risquer une spirale d'endettement. En conclusion, une gestion optimisée permettant une baisse des impôts fonciers, malgré la nécessité de réaliser des investissements lourds, la commune a réussi à maintenir une situation financière saine grâce à plusieurs leviers, la maîtrise fine des dépenses de fonctionnement, la réduction des charges inutiles et optimisation des coûts, la contention des charges de personnel, malgré des hausses réglementaires, points d'indice, retraite, une augmentation des subventions par la recherche proactive de financement externe pour alléger la charge pesant sur le budget communal, le recours stratégique à l'emprunt, réalisé au meilleur moment, profitant ainsi de conditions financières avantageuses. Les conséquences, une baisse des impôts fonciers depuis 2020, grâce à cette gestion rigoureuse, la collectivité a pu alléger la pression fiscale sur les habitants, ce qui est un signal fort de bonne gestion financière et d'équilibre budgétaire. En résumé, la commune a réussi à financer des investissements indispensables, améliorer sa solvabilité, sa capacité d'autofinancement et réduire la charge fiscale des contribuables.
Merci beaucoup. Est-ce que ça suscite des questions, des interrogations? Non. Allez-y, chacun votre tour, dans l'ordre que vous voulez. Je vous écoute. Monsieur Le Cadir, il veut commencer. Oui? Oui? Là, c'est pas moi qui parlais, c'était Monsieur Floquet. Et du coup, vous voulez intervenir ou... Oui, mais vous pouvez commencer si vous voulez. Bah, Merci, monsieur le maire. Oula, il y a de la pêche, là. Et tout d'abord, je commencerai par dire merci au service et à monsieur Floquet pour la présentation à la fois du document et la présentation visuelle que nous venons d'avoir. Bien évidemment, mes propos commencent par la présentation qui vient d'être faite. Forcément, on habite dans le même pays, dans la même commune, donc le contexte est identique. Mais si vous permettez, je vais quand même donner lecture de ce qu'on a pu préparer avec madame Capel. Alors que le contexte économique national est extrêmement difficile, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, puis la motion de censure, c'est horrible hein, le micro, qui a provoqué la chute du gouvernement Barnier, la France a enfin un budget pour 2025. Les économies étant à réaliser dans tous les secteurs, les collectivités territoriales ne sont pas épargnées. Ça a été précisé, effort à hauteur de 2,2 milliards d'euros, redressement des comptes publics, moins 50 milliards, limitation du déficit public à 5,4% du PIB. Les robinets d'aide publique, à savoir les subventions, sont donc restreints et les communes contraintes de réaliser des économies, voire des reports d'investissement. Comme toutes les communes, Marly a souffert et souffre encore de la forte augmentation du prix des énergies, gaz, électricité, et malgré la diminution de la consommation, les factures restent encore très lourdes. Et cela au détriment des investissements potentiels. Alors, première question, pour une bonne compréhension, à la page 20 du document, faut-il comprendre qu'en 2022, la ville a payé des avances sur facture qui ont été restituées tout au moins partiellement en 2023. Au niveau des dépenses de fonctionnement, on retrouve classiquement le poste charge de personnel qui est le plus important, mais qui est en nette diminution depuis 2018, si on fait référence bien évidemment au document de la Cour régionale des comptes, à savoir moins 1 114 268 euros. Le nombre d'agents municipaux, dans le même temps, est passé de 284 en 2018 à 167 au 31/12/2024, soit moins 117 agents, ce qui n'est pas négligeable, notamment dans les services techniques et administratifs. La question, c'est pourquoi pas, à condition que la qualité de service rendue à la population soit équivalente d'une part, et si le recours à des services de prestations externes ne soit pas systématique d'autre part, ce qui reste à démontrer. Deux points importants et très positifs sont à noter concernant le personnel. Le nombre d'accidents qui a diminué. Même si ce résultat est lié au nombre d'agents en diminution, le taux, c'est ce chiffre qui est à prendre en considération, je me suis permis de le calculer, est en diminution, passant de 7 à 4. Donc ça, c'est très important parce que, comme le disait mon ancien directeur, on ne vient pas travailler pour se blesser, pour avoir un accident. Il faut rentrer entier le soir à la maison. Deuxième chiffre qui est très important, c'est le nombre de jours de formation qui a augmenté. Donc, je dirais que la formation, elle est certainement liée aussi au nombre d'accidents en diminution. Donc, ce sont des chiffres très, très, très positifs. Au chapitre des rémunérations, il est précisé, page 21, que 144 agents sur 167 au tableau des effectifs du conseil municipal du 10 décembre dernier, et non pas 186, là c'est un point d'interrogation, comme indiqué à la page 21, ont bénéficié du complément indemnitaire annuel. La question est, pourquoi 23% n'en ont pas bénéficié et quels sont les critères d'attribution? Au chapitre investissement, vous rappelez, page 33, les investissements qui ont été réalisés depuis 2020, avec subventions pour la plupart, rappelons-le, que ce soit Valenciennes Métropole, département, région. On notera notamment le réaménagement de la place Gabriel-Péri, qui a été cité par M. Floquet précédemment. Si cette place a pris un caractère nouveau, très aéré, car elle était auparavant un parking, comme le rappelait le sous-préfet lors de l'inauguration, on pourra regretter cette aire de stationnement qui permettait à des dizaines, voire des centaines de personnes qui se retrouvaient dans la salle des fêtes pour profiter d'un repas festif ou d'un loto organisé par les associations de Marly. Pour les investissements à venir, vous faites mention de la rénovation de la voirie communale sans précision alors que vous avez fait des annonces lors de vos vœux. Pouvez-vous préciser les voiries communales qui seront traitées en 2025 et nous transmettre
En complément, le plan pluriannuel de rénovation des voiries communales. Et enfin, pour terminer, j'avais préparé la question du 19 mars, mais vous avez déjà fait état de la situation des travaux à venir pour cette voirie. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Alors, je ne vais pas revenir sur le point politique, puisque tu l'as dit, on ne va pas se répéter, parce que ce serait dommage quand même. Alors, quelques remarques quand même sur le rapport d'orientation. Alors, pour le personnel, évidemment, la charge a diminué et nous devons reconnaître que les services rendus à la population sont en nette régression, espaces verts et caniveaux non entretenus et les feuilles non ramassées. Comme le disent les Marlésiens, la ville est malheureusement de plus en plus sale. Vous nous annoncez une diminution importante des arrêts maladie, et tu en as parlé, Christian, hein, mais je pense que là, ce n'est pas juste, car les effectifs ont sensiblement diminué depuis votre arrivée en 2000. Alors, 209 postes pourvus en 2020 contre 167, et non pas le chiffre qui est noté, puisque les 167, c'est le tableau des effectifs du conseil municipal du 10 décembre. Soit alors parce que les agents ont été simplement remerciés, que les départs en retraite n'ont pas été remplacés, et je ne parle pas des agents qui sont partis de leur plein gré, mais on se demande pourquoi. Alors, monsieur le maire, cela explique cette diminution. Je pense que comparer des chiffres sur de mauvaises bases ne nous font pas avancer. Vous affirmez que si la collectivité avait poursuivi sa trajectoire sur le rythme constant de la période 2014-2019, les dépenses réelles de fonctionnement et les recettes réelles de fonctionnement se seraient rapprochées et que la collectivité aurait vu sa capacité d'autofinancement diminuer, voire être négative, et l'effet ciseau aurait été inexorable. Alors, excusez-moi, monsieur le maire, mais nous aussi, nous aurions bénéficié, comme vous l'avez bénéficié depuis votre arrivée, de l'augmentation des recettes de fonctionnement, comme l'augmentation en recettes du fonds de péréquation intercommunale et communale, des impôts et des taxes qui ont également augmenté, et des produits et des services qui sont en augmentation également. En 2014, les recettes réelles de fonctionnement étaient de 14 362 622 €. En 2024, 16 386 000 €. Vous voyez, il y a quand même une différence importante due justement aux augmentations que je viens de citer. Alors encore une fois de plus, monsieur le maire, il ne faut pas faire des suppositions au fil de l'eau sans tenir compte de la réalité. Concernant l'encours de la dette, à notre arrivée en 2008, le capital restant dû était de 12 253 030 €90. La commune était endettée de plus de 20 ans. En 2020, à votre arrivée, elle était de 9 156 000. Ceci dû à une gestion rigoureuse, comme vous avez l'air de critiquer, monsieur Floquet, alors que cette gestion rigoureuse vous a quand même permis de pouvoir faire des travaux d'amélioration de notre ville, et c'est une bonne chose. À votre arrivée, quant au parc urbain, c'était déjà prévu par l'ancienne municipalité. Alors, si je fais, comme vous, des suppositions au fil de l'eau, cela voudrait dire que nous avons raison d'être inquiets pour les années à venir, quand on voit que l'encours de la dette a augmenté cette année. Merci. Donc, pour commencer, vos points d'inquiétude mis en relief sur le plan national, nous les partageons, mais peut-être pas de la même façon. Pour notre part, nous sommes inquiets de voir le monde se transformer en grand marché où les puissants veulent encore davantage écraser les plus fragiles, où la finance est le postulat et où les profiteurs de guerre se moquent des peuples qui souffrent. Et je parle de tous les peuples qui subissent la barbarie des dictateurs en tout genre, parfois depuis des décennies. Le vrai problème est celui-là. Vous pouvez sourire, mais ne vous inquiétez pas, je sais où je vais. En compte tenu de la configuration politique, où les extrêmes droites sont aux portes du pouvoir en Europe et aux États-Unis, ainsi que dans tous les continents, nous pouvons effectivement être très inquiets pour notre avenir proche. Sur le plan national, vous soulignez de nombreux points, parmi lesquels un déficit et une dette persistante, une instabilité politique due à la dissolution de l'Assemblée nationale et à l'utilisation répétée de l'article 49.3 qui nuit à la confiance et à la crédibilité du gouvernement. L'impact de la politique du gouvernement sur les ménages et les collectivités. Des mesures comme le gel des salaires dans la fonction publique, le taux d'indemnisation des arrêts maladie qui passera à 90% du traitement durant les 3 premiers mois d'arrêt et non pas les 30 premiers jours, comme vous avez déjà signalé, l'augmentation des cotisations pour la Caisse nationale des retraites
qui pèseront directement sur le pouvoir des achats, des ménages et des finances des collectivités locales. D'abord, je note que votre équité acerbe à l'encontre de la politique du gouvernement qu'en réalité vous cautionnez et soutenez. En effet, vous et vos amis politiques conservateurs, vous avez endigué le déficit en amputant les services publics à tous les niveaux, que ce soit l'éducation, la santé, la culture, en augmentant l'âge de départ à la retraite et en cautionnant cette politique ultralibérale qui consiste à toujours plus de croissance en entendant que ça explose. L'impact sur les ménages de la politique actuelle est effectivement désastreux. Les mesures comme le gel des salaires dans la fonction publique, le taux d'indemnisation des arrêts maladie, l'augmentation des cotisations vont peser directement sur le pouvoir des ménages et des collectivités locales. Au plan local, nous pouvons d'ailleurs apprécier les résultats de cette politique conservatrice, complètement déconnectée des réalités du terrain et des préoccupations de nos concitoyens. D'abord, vous vous vantez d'avoir baissé les impôts. Non, monsieur le maire. Vous avez baissé le taux, mais les bases et les impôts augmentent. La fiscalité locale représente d'ailleurs la première recette commune de la commune, avec 44,54%. Vous vous vantez également d'avoir drastiquement baissé les dépenses de personnel, alors que vous externalisez à tout va, au détriment de la qualité des services, de la population et de la proximité. En parenthèse, je vous remercie également pour les 15 € que vous allez mettre sur les mutuelles obligatoires pour les employés de la ville à partir du 1er janvier 2026. C'est le minimum légal que vous avez mis. J'aimerais revenir sur un certain nombre de vos chiffres. Vous dites que grâce à votre organisation, le nombre d'accidents du travail est passé de 14 en 2020 à 7 en 2024. Est-ce qu'on pourrait avoir les chiffres 2021, 2022, 2023 ? On ne les a pas. Vous dites que la Chambre régionale des comptes avait voté dans son rapport de 2019 que l'absentéisme de la collectivité représentait 26 postes. Or, vous soulignez qu'en 2024, le nombre de jours d'absence s'est levé à 7 971 jours. Si je divise ce nombre par 228, à savoir le nombre de jours qu'un agent doit travailler sur une année, cela représente 35 postes. Sachant que le nombre d'agents en 2024 est effectivement inférieur à celui de 2019, donc proportionnellement, l'absentéisme a augmenté. C'est mathématique, hein. Pourtant, j'y suis pas trop. Les charges de personnel représentent 61,40% des dépenses, soit un taux supérieur aux communes de même Schrac. Or, vous vous vantez de baisser. Vous dites que le taux d'indemnisation des arrêts maladie passera à 90% du traitement durant les 30 premiers jours. Non, c'est les 3 premiers mois. Ça aussi, c'est la loi. Les charges à caractère général sont passées de 3 776 000 en 2020 à 3 402 000 en 2024, soit d'après vous 27,18%. Reprenez votre calculette, monsieur le maire. Si vous faites le bon calcul, ça fait sensiblement 10%. Ça fait simplement une petite différence de 566 400 €. Vous dites qu'il convient de souligner qu'entre 2014 et 2019, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 8,62%, alors que la période 2020 à 2024 a vu une diminution des dépenses de fonctionnement à moins 9,22%. Par le premier chiffre, c'est bon. Je vous accorde un bon point, monsieur le maire. Par le second, c'est pas 9,22. Reprenez également votre calculette. Ça fait 3,37%, sur un écart de 5,85%. En euros, 762 227 €. Vous dites également qu'en prenant en compte les prévisions budgétaires pour l'exercice 2024, les dépenses réelles de fonctionnement s'est levé à un montant de 12 515 984 €, soit 11 030,38 € par habitant. C'est la page 24. Hein. Il n'y a pas d'erreur? C'est pas plutôt 1103 par habitant? Non, c'est
Je ne vais pas vous faire voir qu'on lit quand même le rapport. Vous dites que lors de la mandature précédente, la commune a emprunté près de 8 millions d'euros pour financer 14 millions d'euros d'investissement. Alors que depuis 2020, la municipalité a emprunté 5 millions d'euros pour réaliser d'ores et déjà 20 millions d'euros. Alors, j'aimerais également vous faire remarquer que dans votre tableau en page 27, il y a le dernier emprunt à la banque postale d'1,5 million qui n'apparaît pas. C'est juste une remarque. Hein. Alors, juste une petite question. Comme vous, la municipalité a emprunté 5 millions pour réaliser d'ores et déjà 20 millions d'euros d'investissement. Juste une petite question. Est-ce que les 20 millions dont vous parlez concernent uniquement des investissements sous maîtrise d'ouvrages communs? D'accord. Vous répondrez après. Soyez un peu rigoureux, monsieur le maire. Un rapport d'orientation budgétaire, c'est sérieux. Vous évoquez les principales réalisations depuis 2020. Le comblement des carrières, c'était porté par l'ancienne majorité. La réhabilitation de la place Gabriel-Péry et la requalification de l'avenue Barbus, ce sont des dossiers également de l'ancienne majorité et c'est été porté par la communauté d'agglomération de Valenciennes. Et vous admettrez que le résultat est très loin de faire l'unanimité au niveau des Marligiens, avec une place minérale sans vie et un aménagement de l'avenue Barbus qui serait une totale réussite si seulement son but n'était pas de démolir le commerce de proximité et d'empêcher les riverains de pouvoir stationner avant d'être verbalisés. La route de Frézeau, c'est pas une opération par le département. La construction du groupe scolaire à la briquette, il me semble que ça va nous coûter beaucoup plus cher parce qu'au départ, c'était un projet prévu avec Valenciennes et vous avez changé tout le lieu d'implantation. En réalité, très peu d'opérations concernent nos concitoyens et le cadre de vie. Vous aviez promis monts et merveilles à chaque habitant et dans chaque quartier, ils attendent toujours. Il est vrai que vous avez refait le hall de la mairie pour un montant de 660 000 euros. Lors de l'inauguration, vous avez dit que ces travaux permettaient de redonner une bonne image à la commune, notamment aux nouveaux concitoyens. Monsieur le maire, même s'il est essentiel d'accueillir nos concitoyens dans de bonnes conditions, on passe en moyenne, au cours de l'année, 20 minutes pour faire une carte d'identité, ou pas un passeport, ou pour une concession au cimetière, à maximum 1 heure par an. Vous croyez vraiment que les citoyens vivent à la mairie? Vous dites avoir investi plus de 20 millions d'euros entre vous. Les Marligiens sont contents de le prendre, mais franchement, ils n'en ont pas vu le bout. Hein. Ils ne sont pas concernés. Hein. Ce rapport d'orientation budgétaire privilégie à nouveau des travaux de façade et décalés. Ce n'est pas ce que vous avez promis à celles et à ceux qui se sentiront à nouveau trompés. D'ailleurs, votre conclusion n'arrange rien à faire, car avec nos amis de Marly Vérité, cela nous fait étrangement penser à votre campagne électoraliste de 2020. Des promesses et seulement des promesses. Pour terminer, vous semblez dire que vous avez trouvé une commune exempte financièrement lors de votre installation. Mais monsieur le maire, si l'on se permet de baisser les impôts, c'est parce que l'on estime que la santé financière de la commune est bonne. Est-ce que vous avez fait dès la première année de votre mandat? Donc, contrairement à ce que vous avez dit aux Marligiens, je ne pense pas que la commune était vraiment dans la caca comme vous l'avez exprimé. D'ailleurs, en tant qu'élu de l'opposition, à l'époque, vous aviez accès à tous les documents budgétaires de 2014 à 2019. Et c'est sûrement fort de ces informations que vous avez fait toutes ces promesses non tenues. Or, alors, si vous pensez sincèrement que la commune est en mauvaise santé financière, vous en avez délibérément menti. Merci, monsieur le maire.
Juste quelques points. Donc, je rejoins bien sûr Marie-Thérèse. Quelques points sur la répartition des recettes, la fiscalité locale, les dotations de participation, etc. En fait, juste souligner en fait que la ville de Marly a une dépendance forte à la fiscalité locale. Plus de 45% des recettes proviennent des impôts locaux. Pourquoi maintenir une pression fiscale élevée alors que d'autres recettes sont disponibles? Une dépendance aux dotations, un tiers du budget. Comment la commune va-t-elle anticiper une éventuelle baisse des dotations? Comment préparez-vous la commune justement à cette baisse? Est-ce qu'il y a des ressources à venir dans les années Est-ce qu'il y a des ressources dans les années à venir? Pourquoi ne pas optimiser ces ressources en développant les services publics générateurs de revenus? Donc ça, c'est concernant les répartitions des recettes, quelques points qui ont été relevés. Donc pour développer ces recettes, la baisse importante après 2020, ce qui indique suppression de postes, comme on a pu le souligner, 167 suppressions de postes. Donc une réduction de l'effectif municipal qui est quand même assez conséquente. Donc conséquence, moins d'agents municipaux, également de services publics, délais rallongés, les baisses de qualité de prestations que les Marlysiens nous remontent au niveau de l'entretien, la proximité, des moments conviviaux, enfin, plein de choses qui restent importantes et qui font partie, on va dire, de Marly. Donc pourquoi la priorité est-elle mise sur la réduction sur le personnel, même si on sait qu'effectivement il fallait diminuer les charges du personnel. Mais malgré cette charge du personnel, on s'aperçoit que la baisse équivalence au niveau du fonctionnement ne change pas la donne, puisqu'on est toujours à 64%, comme disait Serge. Donc, depuis 2020, donc une réduction des effectifs municipaux en réponse aux conclusions de la Chambre régionale des comptes qui pointait une hausse des dépenses du personnel, suppression de postes, mais pourtant les charges de personnel représentent encore 63% des dépenses de fonctionnement. Donc, ces suppressions de postes sont quand même malgré tout inquiétantes. Elles ont un impact direct sur les habitants. Vous évoquez une gestion prudente des ressources humaines, mais nos remplacements, notamment des départs en retraite. En conclusion, nous demandons plus de transparence sur ces décisions de non-remplacement en retraite. Est-ce que le poste est important de garder ou non? Concernant la capacité de désendettement, donc il suffit et justifié d'une baisse de dépenses de fonctionnement, comme on a pu le préciser précédemment, je ne vais pas revenir dessus. Donc, par contre, on remarque une ville qui se vide de ses animations, de son dynamisme, après avoir supprimé les festivités du 14 juillet, les événements populaires. Pourquoi la jeunesse est-elle sacrifiée? Avec moins d'emplois, on en parlera après sur la prochaine délibération, le mois d'août d'accueil des enfants qui n'est plus, une politique qui fragilise le tissu associatif, la jeunesse, il n'y a plus les aides au BAFA qui étaient importantes aussi. Donc, on va dire que la ville se porte bien, c'est un peu ce qui est précisé, mais où va l'argent économisé si ce n'est pour financer des services essentiels? Comme Serge a pu le rappeler, le NPRU2 a été voté en 2019, donc vous en bénéficiez. Valenciennes Métropole bénéficie aussi par rapport aux travaux qui sont faits dans l'avenue Henri Barbus, donc pas une nécessité de faire d'emprunt. Donc une gestion, nous trouvons un peu financière trop rigide. Le Covid ne peut plus être une excuse. Les restrictions sanitaires sont levées depuis longtemps. La commune a bénéficié du NPRU en 2020, ce qui a apporté des subventions pour les équipements. Alors pourquoi continuer à faire autant d'économies au détriment des citoyens? Donc c'est beau sur le papier, c'est beau, c'est toujours beau d'avoir des beaux chiffres sur le papier, mais ce qui est plus beau aussi, c'est de le voir concrètement dans une commune. Il faut que la commune retrouve un peu son âme, une fiscalité stable, mais l'effort n'est pas rendu aux habitants. Voilà, donc c'est tout au moins ce qu'on va retenir. Oui, c'est important d'avoir une commune stable au niveau des finances, après le Covid, après les flux qui ont augmenté, l'électricité, le gaz. Mais aujourd'hui, on peut enfin vivre de ces économies, mais les habitants ne le voient pas. Voilà, on voudrait souligner ça particulièrement, notamment au niveau des associations, la jeunesse, et puis d'autres points. Nous pensons
que la jeunesse a été beaucoup sacrifiée durant le Covid. Il faudrait remettre un effort à ce niveau-là. Merci beaucoup à tous pour vos remarques et vos interventions. Je vais vous répondre à tous, à la fois collectivement sur les points que vous avez mentionnés chacun, et puis individuellement également pour les points que vous avez soulevés. Finalement, relativement peu de questions ont été posées, il y avait essentiellement des observations. Alors je ne reviendrai pas sur les remarques de politique générale qui ont été faites, parce que ce n'est pas forcément le lieu, et vous avez exprimé des positions soit personnelles, soit qui reflètent les partis politiques auxquels vous appartenez, mais ça n'intéresse pas forcément la gestion commune. Ce qu'il y a, c'est que, en effet, la situation du pays a des conséquences sur les gestions communales, puisque ça a un impact direct sur les dotations qu'on reçoit de l'État, et puis éventuellement indirect sur tout ce qui est pression fiscale qui peut avoir lieu sur les entreprises ou sur les particuliers. Clairement, vous parliez à un moment, Madame Melki, de l'anticipation de la baisse des dotations. Toutes les communes ont fait des budgets prudents, ça c'est sûr. Il faut continuer à le faire. Vous posez la question de dire pourquoi on continue à faire des économies alors que vous nous disiez comment vous faites pour anticiper des baisses de dotations. Je pense que vous posez à la fois la question à laquelle vous apportez la réponse aussi. C'est clairement, il faut être prudent pour ne pas se retrouver en difficulté. Il ne faut pas engager des projets qu'on serait obligé d'arrêter faute de subventions. Il ne faut pas non plus engager des services publics ou développer des services publics auxquels on ne serait pas capable de faire face. Pareil sur le fait d'embaucher des agents qu'on ne serait pas capable à un moment de payer si nos dotations baissaient trop. Ça a un impact très fort au niveau national, ça c'est sûr. Au niveau municipal, on a fait des efforts depuis longtemps pour contenir nos dépenses de fonctionnement. Ça nous a permis de faire des vraies économies qu'on a relancé dans beaucoup d'investissements qui étaient nécessaires pour la commune. Je vais revenir sur différents sujets, mais chacun d'entre vous, avec vos mots et puis avec les niveaux de passion qui animent votre expression, il y avait quand même pas mal d'injonctions contradictoires dans vos propos. C'est on doit toujours dépenser plus, faire plus, embaucher plus de personnel, et à côté de ça, il faut faire des économies, se préparer aux problèmes de baisse de dotation, il faut se préparer, il ne faut pas avoir trop de pression fiscale, etc. etc. Donc on a toujours ces injonctions contradictoires qui sont assez permanentes dans la manière de s'exprimer. C'est normal dans une opposition municipale, hein, ça, je ne vous jette pas du tout la pierre par rapport à ça, mais bon, nous, on ne peut pas se permettre de dire une chose et de faire son contraire, et inversement. On est obligé de gérer avec les cartes qu'on a en main. Alors une partie, je ne vais pas épiloguer sur le passé, mais une partie des cartes qu'on a en main, c'est celle que vous nous avez laissée quand on est arrivé. Et en effet, la ville était dans une situation difficile. Il n'y avait plus de capacité d'autofinancement. On avait des dépenses de fonctionnement qui étaient trop élevées, des dépenses de personnel notamment qui étaient trop élevées. Et ça ne permettait pas de financer l'investissement nécessaire dans la ville qui avait été négligé depuis de nombreuses années. Donc il a fallu s'y atteler, et ça a été le cas. Donc en effet, il y a un sujet sur le personnel. Alors, vous me l'avez tous dit plus ou moins, c'est que il y a moins de personnel au niveau de la ville, et en même temps, la part du personnel est encore très importante dans nos dépenses de fonctionnement, et encore très importante par rapport aux communes de même strate. C'est un fait. Donc vous me le reprochez dans un sens et vous me reprochez de ne pas aller assez vite ou assez loin dans l'autre. Ok. Moi j'ai bien conscience de ça. Simplement, on a deux leviers pour baisser les dépenses de fonctionnement dans une ville. C'est les dépenses de personnel et le reste des dépenses, les dépenses de vie courante dans le fonctionnement. Quand on est arrivé, on a commencé à travailler sur les deux sujets. Sur les dépenses de fonctionnement courantes, ça va assez vite. On peut faire un travail en profondeur assez rapide avec des économies fortes, ce qui a été fait dès le début du mandat.
Sur le personnel, là on gère de l'humain, on gère des fonctionnaires. Donc ça demande une nouvelle organisation des services, un sujet en finesse sur des départs à la retraite, parce que clairement il n'y a pas de politique dans la ville qui dit on ne compense pas un départ à la retraite. Il n'y a pas du tout de côté systématique à ça. On étudie quand il y a un départ, soit pour retraite, soit quelqu'un qui quitte la collectivité. On étudie si on a besoin de remplacer son poste ou pas, si une nouvelle organisation peut se faire. Donc, on a eu un très gros travail, on a toujours un très gros travail sur les charges de personnel qui est fait par M. Moreau, mais ça prend du temps. Et comme on a baissé plus vite les autres dépenses de fonctionnement, ben, proportionnellement, les dépenses de personnel sont plus importantes dans nos dépenses de fonctionnement. Donc ça va prendre encore du temps, mais l'objectif, c'est bien de revenir dans la moyenne des communes de la strate sur le personnel. Donc, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et on a encore trop de fonctionnaires à la ville de Marly, ou de collaborateurs à la ville de Marly. C'est un fait. Mais ça va prendre du temps, ça demande une réorganisation, parce qu'il ne faut pas le faire au détriment du service public, il ne faut pas le faire au détriment des agents. Donc ça prendra le temps qu'il faudra, mais on y arrivera un jour. C'est de la bonne gestion, et de la gestion qui doit se faire aussi de manière humaine pour prendre le temps sur ces sujets-là. Je vais revenir sur les points qui ont été abordés par les uns et les autres. Donc, tout ce qui est formation, accidents et autres, vous avez relevé les uns et les autres. Alors, pour Monsieur Le Kadir, en fait, les chiffres des années précédentes, ben, on les a cités les années précédentes. Donc, là, vous pourrez les retrouver dans vos documents d'archives sans difficulté. C'est un travail qui a été fait vraiment avec beaucoup d'acharnement, on va dire, par Monsieur Moreau sur la prévention des accidents, et avec une vraie constance aussi de la part du service ressources humaines sur les formations, parce qu'on l'a toujours dit, on a besoin de réduire le nombre de personnel, on a besoin d'avoir des agents qui sont plus réactifs, qui vont être plus polyvalents, et pour ça, bah, ça veut dire faire plus de formation. On intervient sur la rémunération, et on intervient sur la formation. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment essentielles, et c'est un plan de formation continue et un travail continu qui est fait par le service ressources humaines et par M. Moreau. Sur la partie rémunération, il y a eu un sujet qui a été abordé sur le CIA par rapport au nombre d'agents qui le touchent. L'objectif clairement de la commune, c'est que 100% des agents puissent le toucher. Aujourd'hui, il y a un pourcentage qui est élevé et qui est en hausse, ça c'est très bien, mais il n'est pas encore à 100%. Le CIA, c'est quelque chose c'est un complément indemnitaire qui est attribué en fonction de la manière de servir, et en fonction, et qui a des critères qui peuvent le faire diminuer en fonction des absences. Et donc, si on le verse à 100% des agents, ça voudra dire qu'on a des agents qui servent de manière exceptionnelle et qui sont présents à 100% dans la collectivité. On ne parle pas des petites maladies ou des choses comme ça, mais d'un absentéisme plus chronique et régulier. Donc ce serait extrêmement positif. Et moi, mon objectif, et je le dis toujours aux managers de la collectivité, c'est que l'ensemble des agents, à n'importe quel poste, puissent toucher le CIA et le toucher au taux maximum. Ce serait vraiment de bonne gestion pour nous d'avoir des agents qui soient mieux rémunérés, parce qu'ils ont un investissement au service de la commune qui est le plus important possible. J'ai entendu Monsieur Châtelain à la fois le côté positif de cette nouvelle place de la ville, et le côté regret par rapport au stationnement, mais en fait sur la rue Oscar Carpentier, on a recréé plus de places de stationnement qu'il y en avait qui étaient matérialisées sur la place à l'époque, et vous pouvez constater aussi dans la vie quotidienne que le stationnement sur la rue Oscar Carpentier est toujours disponible, en fait. Donc on n'a pas de problématique, et par contre on s'est créé un bel écrin pour nos manifestations, et j'entends que ça ne fasse pas l'unanimité, hein, mais j'ai plutôt des retours extrêmement élogieux et positifs, à la fois des Marlysiens et des extérieurs sur la place de la ville. En tout cas, le sujet de stationnement n'est pas du tout quelque chose qui nous est remonté par les habitants. Et dans la vie quotidienne de ceux qui fréquentent la place ou la mairie, on peut tous constater qu'on se gare toujours très facilement sur la rue Oscar Carpentier. Sur les voiries qui vont être en travaux, la liste et autres des travaux d'entretien de voirie, ça ce sera pour le prochain conseil municipal au moment du vote du budget. On aura le détail de
Madame Mouret, sur le fait que la ville soit de plus en plus sale, moi, j'avoue que je partage pas, enfin même si c'est un constat et pas une question, je partage pas tout à fait votre avis. Il y a un gros investissement qui a été fait par la ville, de la part des services aussi. On a créé une brigade verte pour nettoyer. On a des gros moyens qui sont affectés au nettoyage. On essaie de lutter le plus possible aussi contre les incivilités. Et, je trouve que le travail commence à payer, que la ville est dans un état de mieux en mieux, mais il y a toujours énormément de travail là-dessus. Ça c'est clair. On a beaucoup d'incivilités permanentes. On est une ville de passage aussi qui est traversée par des gens qui vont vers Valenciennes et des gens qui repartent de Valenciennes, c'est clair. Donc il y a des gens qui ne sont pas très respectueux quand ils traversent notre ville, ça c'est une réalité. Mais on fait tout pour lutter contre ça. Sur les questions budgétaires et l'effet ciseau que vous releviez, bon, c'est une réalité. Hein. Si on avait des dépenses de la ville qui étaient très importantes et qui allaient toujours en augmentation, les dépenses, les recettes, on sait qu'elles sont fragiles. Hein. Ça fait partie du travail aussi justement d'anticipation dont Madame Melki parlait, hein, sur la baisse possible des dotations. On doit être très très prudent par rapport à ça. Nous, on a voulu aller à l'encontre de cet effet ciseau en écartant le plus possible nos dépenses de fonctionnement des recettes pour pouvoir faire face à la fois au mauvais moment, comme ça a été le cas dans la crise énergétique, mais aussi potentiellement aux baisses des dotations. Et après, le delta entre les recettes et les dépenses, c'est ce qui permet d'investir et de s'autofinancer. Ça, c'était vraiment essentiel de le restaurer, puisqu'on était à peu près à zéro en début de mandat. Maintenant, on a une capacité d'autofinancement qui est vraiment importante et qui permet d'avoir des budgets d'investissement très très importants avec un recours à l'endettement qui est modeste finalement par rapport à la taille des projets qui sont menés. Monsieur Le Cadir, vous êtes revenu plusieurs fois sur la baisse des impôts, d'abord en disant qu'elle n'était pas effective, et puis finalement en disant que c'était les taux, puis en disant que c'était pas assez, etc. Moi, et en me disant qu'il fallait pas le faire quand même. Pour nous, le sujet sur les impôts, il est double. Clairement, c'est en effet un signe de bonne gestion de pouvoir baisser la pression fiscale sur nos administrés, parce que ça montre qu'avec leur argent, on essaie de faire le mieux possible sur la ville sans en prendre trop, et on devrait essayer d'en prendre à chaque fois le moins possible pour bien gérer la ville. Et puis, c'est aussi parce qu'on a un sujet d'attractivité et de comparaison. Et quand on a un jeune ménage qui veut s'installer dans le Valenciennois, il ne regarde pas que Marly, il regarde Marly, Aulnois, Condé, Valenciennes et autres. Et à partir du moment où on avait des taux qui étaient très supérieurs à nos communes voisines, on perdait en attractivité. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est important pour toutes les communes. On perd des effectifs énormes dans les écoles et autres, donc on a besoin qu'on ait aussi des familles jeunes qui viennent s'installer dans nos villes. Et être attractif d'un point de vue de la taxe foncière, c'est vraiment important pour l'image de la ville et pour pouvoir faciliter le renouvellement des populations à l'intérieur de la ville. Vous avez relevé qu'il y avait une coquille page 24. En effet, Monsieur Châtelain nous l'avait signifié également. Et voilà, ça arrive d'avoir une unité de trop sur un document. Pas de souci. Des remarques que vous avez faites sur les travaux de l'hôtel de ville en disant que ça coûtait cher par rapport au temps passé par les administrés à l'intérieur de ce bâtiment. Alors, si on a ce raisonnement-là, c'est sûr que, en effet. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que les travaux, il faut relativiser leurs coûts. Quand on sait que, par exemple, il n'y avait pas de dalle béton dans le bâtiment. Donc, quand on a retiré le carrelage, il était posé sur du sable et il n'y avait pas de dalle béton. Donc, il a fallu refaire une dalle. Donc, forcément, il y a un certain nombre de travaux qui sont assez coûteux. Le vitrage, un simple vitrage sur des vitres qui ne sont pas des gabarits standards. Donc, pareil, ça coûte vraiment très cher. Et vous pensez au temps passé par les administrés, mais c'est aussi une image de la ville qu'on donne à nos administrés quand ils y passent même peu de temps. Et donc je pense que c'est vraiment important qu'ils soient accueillis à la fois de manière qualitative par nos agents d'accueil, mais aussi qualitative par rapport au visage que donne le bâtiment. Et puis le temps passé par nos agents d'accueil n'est pas négligeable parce qu'eux, ils passent 100% de leur temps de travail sur place.
que le bâtiment tel qu'il était conçu était extrêmement sombre, pas très agréable à vivre. Donc pour la qualité de vie au travail, c'était quand même aussi très important de faire évoluer ce bâtiment. Par rapport aux remarques de Madame Melki, je pense que j'ai répondu à la plupart parce que c'était des remarques plutôt générales. Simplement, voilà, vous avez conclu en disant que notre budget, notre débat d'orientation budgétaire a été beau sur le papier. Déjà, merci. Merci aux services qui l'ont préparé et à Monsieur Floquet. Et je pense que, en fait, vous avez raison, il est beau sur le papier, mais il n'est pas beau uniquement sur le papier. La ville en profite, ça se vous voit. Il y a beaucoup de gens qui nous interpellent pour nous dire que la ville devient de plus en plus belle. Et donc la conséquence d'un budget, parce que c'est un document qui est parfois un peu austère, mais la conséquence, elle se mesure dans l'image qu'on donne de la ville, et la ville devient de plus en plus belle. Donc l'orientation budgétaire, c'est beau sur le papier, et ça devient beau dans la ville après aussi. Donc, merci à vous tous. Passer au point suivant, puisqu'il n'y a pas de vote sur le débat d'orientation budgétaire, on va juste acter le fait qu'il ait eu lieu. Le point suivant, c'est donc une sortie du patrimoine comptable, et c'est encore Monsieur Floquet, du coup, qui va s'exprimer. C'est la délibération suivante est la sortie du patrimoine comptable d'un bien meuble de la commune et poursuite du travail de mise à jour de l'inventaire. Donc la ville souhaite sortir de l'inventaire 2 véhicules qui seront mis en vente sur le site Agora. Ces 2 véhicules ont une valeur inventaire à 0, seraient trop onéreux à réparer. Et donc, on propose aux membres du conseil municipal de sortir de l'inventaire les biens non vendus au minimum pour leur valeur nette comptable, vente ou destruction si la valeur nette est nulle, d'enregistrer ces mouvements et de poursuivre le travail de mise à jour de l'inventaire, d'autoriser la sortie de l'inventaire des biens meublés cités et de valider la valeur nette comptable des biens à sortir de l'inventaire comme suit: matériel de transport, valeur nette comptable, 0 €. Si Monsieur Floquet, allez-y, Madame Auray. On dit qu'un véhicule coûterait 0. Est-ce que vous avez fait un devis pour les réparations? Et quand c'est comme ça, est-ce qu'on peut savoir exactement ce qu'avait le véhicule? Parce que pour nous, là, c'est compliqué. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'avait le véhicule, si on n'en a plus besoin ou si vraiment il était irréparable. Donc ce serait bien qu'on ait un devis pour voir si vraiment il y a des travaux trop importants à faire. Vous nous faites un petit message avec l'immatriculation du véhicule concerné. On vous donnera ce que vous voulez savoir sur le sujet. Clairement, au-delà du détail véhicule par véhicule, ça fait partie du renouvellement de la flotte qu'on met en place, parce que on a beaucoup de véhicules qui sont vieux, qui sont très kilométrés, qui sont abîmés, ça coûte très cher en entretien. Et donc quand ils sont trop vieux comme ça, chaque année on essaie de les renouveler par 1 ou 2 nouveaux véhicules neufs qui pour le coup, nécessitent pas ensuite de dépenses de fonctionnement importantes, et ça fait partie de la gestion qu'on met en place. C'est le plus possible d'investissement avec le moins possible de fonctionnement après. Donc sortir des vieux véhicules, c'est vraiment important de le faire, à la fois pour la sécurité même aussi des agents, hein, ça c'est sûr, et puis aussi parce que souvent ces véhicules-là, c'est des véhicules qui polluent plus, qui consomment plus, et les réparations coûtent quand même souvent très très cher et pèsent très lourd sur la ville. On vous donnera les détails si vous nous le demandez. Qu'il y a des votes contraires ou des abstentions sur ce sujet? J'en vois pas. Je vous remercie. Et donc je vais passer la parole à Monsieur Moreau. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération porte sur le recrutement d'agents contractuels pour des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement d'activité durant les vacances scolaires. Et donc, il est proposé à notre conseil d'autoriser Monsieur le maire à recruter des agents contractuels pour faire face précisément à ces besoins pour cette année 2025. Monsieur Moreau, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Oui, Madame Melki.
Donc oui, juste un constat en fait, hein, comme nous avons pu préciser tout à l'heure. Donc avant, il y avait quand même 53 emplois saisonniers. Aujourd'hui, on a 9. Donc c'est vrai, comme vous expliquiez tout à l'heure, il faut faire des économies, mais nous trouvons que les économies, elles ne doivent pas être faites, notamment sur les emplois saisonniers, sur les emplois de notre jeunesse. À Marly, le centre de loisirs, c'était important. Les jeunes postulés avaient une première expérience professionnelle au mois de juillet, au mois d'août. Bon, malheureusement, aujourd'hui, le mois d'août, le centre de loisirs a été annulé. Donc c'est une diminution quand même qui est drastique, qui impacte non seulement la qualité des services, mais aussi une opportunité pour nos jeunes. Vous aviez dit une fois, ça m'avait un peu choqué, je ne confierai pas mes enfants ou certains enfants à certains personnages. Sur certains points, on peut se rejoindre, oui, effectivement, mais il faut à un moment donné faire confiance à nos jeunes. Il faut aussi qu'on apprenne de ses fautes, on va dire, et être bien accompagné. Donc si on est bien formé, puisque vous mettez en avant aussi la formation, s'il y avait une formation qui était auparavant un dispositif qui permettait aux jeunes de passer le BAFA, avec un accompagnement municipal, ce serait bien. Donc voilà, on voulait juste souligner surtout que c'est un peu dommage que les jeunes de Marly, avant, attendaient avec impatience le mois de juillet, le mois d'août, pour pouvoir avoir une première expérience professionnelle. Et là, malheureusement, c'est plus le cas. Donc de 53 emplois saisonniers, on passe à 9, c'est quand même un recul assez regrettable pour notre jeunesse. Et puis bien sûr, la suppression du centre de loisirs. Merci. Merci beaucoup. Alors sur la partie centre de loisirs, comme vous le savez, on a eu une difficulté sur le recrutement des animateurs pour le mois d'août. C'est ce qui avait justifié le fait qu'on n'arrive pas à le faire au mois d'août les années précédentes. Et cette année, on a dit qu'on allait réussir et qu'on allait se débrouiller pour offrir un centre aéré au mois d'août. Et donc ce sera le cas. Il n'y a pas de sujet là-dessus, clairement. Après, sur le sujet précédent, ça complète le propos au niveau du débat d'orientation budgétaire. Hein, c'est sans revenir sur un sujet de politique générale, mais on a vu la difficulté en France de dire voilà, il faut faire des économies, le déficit est trop important, la dette est trop importante. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire des économies, et puis quand on est poste de dépense par poste de dépense, il n'y a plus personne qui est jamais d'accord pour les faire sur le sien. Donc il y a un moment, je comprends que chaque dépense publique soit intéressante, importante, et qu'on ait envie de la développer, mais c'est notre rôle de faire attention. Donc, nous, on essaie de maximiser le service public tout en faisant attention au meilleur emploi possible des deniers publics. Et c'est ce qui est le cas là. On essaie d'avoir un centre aéré de qualité offert aux Marlysiens en maîtrisant le plus possible les dépenses de fonctionnement qui sont occasionnées. Est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération ou des abstentions? On ne voit pas. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Madame Platel-Thuin pour 2 délibérations de désaffectation, déclassement et cession. Merci. Les deux premières délibérations concernent le même projet, qui est le projet de démolition-reconstruction du foyer Arthur Leleu, actuellement sur le site de La Briquette. Donc on vous propose de désaffecter et de déclasser du domaine public une partie de l'ancienne place des déportés, qui se situe rue Camélina. C'est une place qui n'est plus utilisée depuis 2000 et qui convient à la société Axantia pour son opération. Nous vous proposons par la même occasion donc, de vendre cette parcelle à la société Axantia. C'est une parcelle qui a été estimée par les domaines à 155 900 € et on vous propose de la vendre à 250 000 €. C'est pour une surface de 3 753 mètres carrés. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions par rapport à cette opération? C'est un des sujets de l'ANRU. Oui, monsieur Lecaillère. Merci, monsieur le maire. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris au départ. Est-ce que vous faisiez 2 délibérations en même temps? Alors, sur la deuxième délibération, je vais m'abstenir, madame Quin. Pour quelle raison? Parce qu'il est demandé d'approuver la cession des parcelles à la société Axantia ou toute autre structure qui va venir se substituer à celle-ci.
soit on traite avec une structure, soit on en traite avec une autre, mais on doit savoir où on va. Donc, sur cette délibération-là, je m'abstiendrai. Merci. Moi, deux voix et Madame Van Acker. Très bien. Pas d'autres questions sur le sujet. Donc, bon, c'est une délibération qui était prévue dans le cadre du renouvellement urbain. La question de Axantia ou toute autre société se substituant, ça fait partie des clauses juridiques classiques. Ça s'écrit comme ça tout le temps, parce que les sociétés font parfois peuvent changer de nom en effet, mais elles créent aussi parfois des sociétés pour une opération. Parce que parfois il y a deux sociétés, ça peut être Axantia par exemple qui s'associerait éventuellement avec Prime-Toi qui est le locataire pour prendre, donc ils pourraient créer une société ad hoc pour exploiter le projet. C'est pour ça que juridiquement on met Axantia ou tout autre, voilà. Et on écrit ça dans tous les documents de toutes les sessions. Donc voilà, c'est classique. Après, si vous voulez vous voter contre ou vous abstenir, il n'y a pas de problème, mais vraiment, il n'y a pas de loup du tout sur le sujet. Hein. C'est Axantia qui est déjà le propriétaire du foyer et qui va continuer à être propriétaire du foyer, donc il n'y a pas du tout de... Voilà. Donc, sur la première, pas d'opposition, pas d'abstention, et sur la deuxième, vote contre du groupe de Monsieur Lecadière. Non, sur la deuxième, je parlais. Sur la deuxième, contre. Okay. Abstention. Ok. Donc, abstention. Voilà. Et le reste. Ok. Merci beaucoup. Donc, elle est donc adoptée. Et je laisse à nouveau la parole à Madame Platel-Thuin pour une dénomination de voirie. Donc, lors de la création du Lidl en 2017, un rond-point et une voie d'accès ont été créés. Qu'on a d'ailleurs classé dans le domaine public en décembre dernier. Mais en fait, cette voie n'a jamais été dénommée et il convient donc de le faire. Comme le quartier a abrité un aérodrome en éco-espacé, pour faire un lien avec l'école Hélène Carrère d'Ancos, il est proposé le nom de Marie Marvin, qui est l'une des premières femmes à obtenir son brevet de pilote et à piloter seule un avion. Elle sera très investie dans l'aviation sanitaire et mettra au point un avion ambulance. Malheureusement, sa qualité de femme l'empêchera de participer à la Première Guerre mondiale. On vous propose donc Marie Marvin. Participé au Tour de France et elle s'était, à cet effet, elle avait créé une jupe culotte parce qu'on ne pouvait pas, en tant que femme, porter une jupe. Je pense que c'est une dénomination intéressante et qui permettra aussi au sein de l'école de découvrir son parcours, sa personnalité dans le cursus de l'école, comme pour Hélène Carrère d'Ancos, et je trouve ça très, très positif. Est-ce que il y a des... Bon, je considère donc qu'elle est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. La délibération suivante, c'est une délibération qui nous vient de l'agglomération, suite à la commission locale d'évaluation des charges transférées, qu'on appelle joliment la CLECT, qui fait que le musée des Beaux-Arts de Valenciennes a été déclaré d'intérêt communautaire, et donc on en prend acte au sein des conseils municipaux de toutes les communes de Valenciennes Métropole. Voilà. Madame Auré. Aujourd'hui, les Valenciennois, quand ils vont au musée, ils ont un tarif préférentiel. À partir du moment où ça va être pour toutes les communes, j'espère quand même que les Marlysiens pourront bénéficier aussi d'un tarif préférentiel. On en discutait avec Madame Melki, on se disait que ce serait bien quand même que les... Dans tous les équipements qui deviennent d'intérêt communautaire, le tarif devient un tarif communautaire et puis un tarif municipal. Pas d'opposition ou d'abstention sur cette délibération. Merci beaucoup. Écoutez, c'était la dernière délibération du conseil municipal. J'ai maintenant les questions orales qui nous ont été posées par le groupe communiste. Donc, suite à l'apparition d'une fissure au niveau de la maison des associations, une maîtrise d'œuvre devait être réalisée afin d'évaluer la situation.
est-ce qu'on a un retour? Donc il y a un bureau d'études qui a été mandaté par la ville. On a des expertises qui ont été faites. On attend le retour des expertises. Et ça devrait arriver incessamment. Ça aurait dû déjà arriver. Mais oui, bien sûr, ce sera des documents qui seront très importants puisque on va engager probablement, selon le résultat, on va engager la responsabilité des entreprises. Donc ce sera probablement un contentieux long et difficile, mais clairement ce sera public. Vous m'avez posé une question également sur les panneaux d'affichage électronique qui étaient qui ont été enlevés ou momentanément ou pas au moment des travaux, que ce soit sur l'avenue Barbus ou sur la route de Prézot. Donc ça, les panneaux qui étaient électroniques étaient obsolètes sur leur logiciel et la manière de fonctionner. On réfléchit à une solution pour les remplacer, les emplacements, mais clairement il y aura des panneaux d'information parce que c'est utile. Moi je suis pas un grand fan parce que je trouve ça assez moche, mais c'est quand même vraiment utile. Donc on réfléchit à un endroit qui soit stratégique pour pouvoir être vu, mais qui dénature pas trop le côté paysager à cet endroit-là. Vous m'avez posé une question sur le déménagement du club de billard. Ça, en fait, on en a déjà parlé par rapport au projet d'Axantia. C'était la délibération sur le déclassement, parce que le projet de création du foyer jeunes travailleurs se fait sur ce foncier adjacent. Donc le bâtiment va être démoli incessamment. Le club de billard, du coup, a été relogé sur la salle Schumann. Ça a été un petit peu compliqué parce que on n'avait pas forcément d'infrastructure qui était adaptée à des tables de billard, quoi. Mais en tout cas, c'est bien passé en bonne intelligence avec le club et on peut que s'en féliciter. La dernière question, c'est concernant une place de stationnement handicapé au Floralie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que vous avez posé la question, en fait, la place a été tracée. Donc, la question est plus sur sa dimension précise et plus pertinente, mais par contre, ça permet d'en discuter. C'est vraiment les places PMR, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ne sont pas individuelles et elles n'appartiennent pas à la personne. C'est qu'il y a un nombre de places PMR par quartier, par rue, par rapport à un pourcentage qui est défini nationalement et pas au niveau de commune. Parce que ça, c'est un vrai problème. Quand on fait une place pour une personne, quand elle déménage ou quand elle décède, celui qui rachète la maison, forcément, il demande à ce qu'on efface la place parce que sinon il ne peut pas se garer devant chez lui. Donc c'est un sujet qui est récurrent. Donc on ne doit pas tracer les places en fonction des gens, mais en fonction du périmètre. Là, en l'occurrence, ça a pris pas mal de temps sur cette demande parce on ne trace pas en général une place parce qu'on en trace plusieurs à la fois, donc on attend d'avoir un volume soit de passages piétons, de places handicapées, de lignes de rue médianes et autres pour que l'entreprise puisse intervenir et tout faire en même temps. Et comme pour la piste cyclable sur la route de Prézot, il faut des températures et des conditions climatiques correctes pour pouvoir faire des traçages qui tiennent dans le temps. Donc c'est pour ça que ça a été tracé récemment, parce qu'on a eu un petit réchauffement et un peu de sécheresse sur le temps. Voilà, merci à tous pour votre participation à ce conseil municipal et pour l'avoir suivi en ligne. Bonne soirée à tous.